Salut Mathieu. Salut Sylvain. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait traiter 10 erreurs vraiment classiques que beaucoup de gens font sur YouTube, des youtubeurs, des entreprises. On va vraiment les prendre pour que vous ne les fassiez pas et que vous partiez déjà sur des bonnes bases. Alors la première erreur, c'est quoi? Alors, pour moi, la première erreur, très classique, c'est des intros de vidéos beaucoup trop longues. Ouais. Voilà. Je pense que c'est important que vous compreniez. Ce qui est important au départ d'une vidéo, c'est vraiment que la personne rentre dans la vidéo. Et l'erreur classique, c'est des vidéos, des intros qui vont durer 1-2 minutes où il va pas se passer grand-chose. Et aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a sur les vidéos, mais même sur l'attention générale, une notification, un mail, si vous ne faites pas rentrer votre spectateur, votre viewer directement dans la vidéo, bah ça commence mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on voit qu'il y a une évolution, j'allais dire de YouTube, mais en fait d'Internet en général, où avant on venait un petit peu de tout ce qui était journaux papier, émissions télé, émissions radio, où l'habitude c'est de faire une longue présentation pour poser le contexte, etc. On a shifté de tout ça il y a quelques années déjà, et de plus en plus vers des choses où on rentre direct dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui on est en concurrence d'attention avec des milliers d'autres contenus, et donc il faut choper le viewer dès le départ, et on le voit partout, on le voit sur LinkedIn, on le voit sur TikTok, on le voit même sur des sites d'information, où il faut dès le départ accrocher au début de l'article, de la vidéo, de l'émission, etc. Donc ça c'est indispensable, et en plus de ça, c'est un élément énorme de l'algorithme de YouTube, cette perte d'audience dans les 30 premières secondes. Et si vous n'avez jamais créé de vidéo YouTube et que vous n'avez jamais vu des courbes de rétention, c'est hallucinant de voir le nombre de personnes qui cliquent sur une vidéo, démarrent la lecture et quittent cette même vidéo dans les 30 premières secondes. Là où, a priori, quand on démarre, on se dit « Oh bah non, les gens, au moins, s'ils ont cliqué, ils vont regarder quelques minutes. » Pas du tout, les gens, si en 15 secondes, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils se barrent. Et donc ça, c'est vraiment primordial. Démarrez tout de suite par le contenu. Vous ferez les présentations après. Mais voilà, pas besoin de faire « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle machin. Ici, sur cette chaîne, vous allez trouver ça. » Voilà, direct du contenu. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, on arrive même à 0 présentation. Même plus 5 secondes ou 10 secondes. Il y a 1 an ou 2 encore, on disait « Prenez 10 secondes pour vous présenter. » Maintenant, c'est quasiment 0, quoi. Ah, on le voit, et je pense que l'effet TikTok, l'effet format court a accentué ce côté-là. Les gens sont de plus en plus habitués à rentrer directement dans la vidéo parce que le format court implique et oblige de pas se présenter, et ça se retrouve même sur le format long. Les Américains le font très bien, MrBeast, qui est vraiment une référence pour moi. En 17 secondes, vous avez déjà compris de quoi va parler la vidéo, et il rentre directement. En 17 secondes, on a 5-6 cuts déjà, on est dedans. Il y a encore quelques années, et on le voit de moins en moins, mais ce que je détestais le plus, c'était le générique en tout début de vidéo. Tu te rappelles de cette période-là ? Les génériques, en plus, j'en connais certains qui mettaient 2-3 mois à faire le générique parfait, avec des belles images. Moi, ça me saoule. Ça me saoule. Moi qui suis un gros consommateur de séries, par exemple, les génériques, je les passe, et Netflix le sait, parce que Netflix nous met ce petit bouton « passer le générique ». Voilà. Aujourd'hui, sur YouTube, vous devez faire la même chose. Rentrer directement dans le sujet de la vidéo, poser une question, expliquer un fait, mettez de la tension au début. Si déjà, vous arrivez à faire en sorte que la personne est scotchée au bout de 15 secondes, il y a plus de chances qu'elle reste, on va dire, tout le reste de la vidéo. Alors, ça me fait penser un peu à la deuxième erreur, je pense que ça va être un bon enchaînement, c'est le fameux appel à l'action avant d'avoir commencé la vidéo. Le fameux « abonnez-vous, likez, commentez, faites le tour du jardin, et après, venez voir la vidéo ». Ça, je déteste ça. Je déteste ça parce que quand je tombe sur une personne que je connais pas, et qui va passer 30 secondes à me dire de faire toutes ces actions, en fait, j'ai même pas envie de regarder la suite. Ouais, j'aime bien comparer des trucs avec le monde réel, et c'est comme si vous rentriez dans un magasin, que le vendeur tout de suite vous sautez dessus dès les premières secondes où vous êtes rentré dans le magasin en disant « Vous pouvez prendre notre carte de fidélité, s'il vous plaît ». Mais je ne sais même pas ce que vous vendez, je ne sais même pas si j'aime votre magasin, donc ne me demandez pas quelque chose, laissez-moi d'abord
laissez-moi d'abord explorer, quoi. Je suis rentré pour voir cette chemise, donc laissez-moi aller voir cette chemise. Pour moi, c'est un peu la même chose. Et cet appel à l'action, c'est un classique. En fait, c'est naturel pour nous quand on se présente au début. On se dit, il faut que je me présente aux gens qui me regardent. Mais gardez en tête deux choses. C'est que les gens qui regardent toutes vos vidéos, et vous allez en avoir, vous allez chercher à avoir des gens qui regardent toutes vos vidéos, bah, ils vont voir votre présentation une fois, 2 fois, et après, ça va les saouler. Donc, pour ces gens-là, qui vont être en plus la première audience sur laquelle YouTube va tester vos vidéos, c'est mauvais signe de mettre cette présentation tout le temps. Et pour les gens qui vous connaissent pas, bah c'est ce fameux effet du vendeur de magasin. Si vous leur avez pas encore apporté de valeur avant même de leur demander quelque chose, ça va pas le faire. Donc, ce qu'on propose nous à nos clients la plupart du temps, c'est de garder ce côté appel à l'action et présentation de qui on est sur cette chaîne, ce qu'on présente et l'appel à l'action à l'abonnement, mais le mettre au milieu de la vidéo, après 4-5 minutes, au moment où on a déjà donné de la valeur. Si par exemple vous avez 3-4 points à aborder, bah vous abordez 2 points. Et après, tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe, vous dites un truc du genre si ce contenu vous plaît, sachez que sur cette chaîne, on parle de ça, de ça et de ça, et je vous invite à vous abonner. On continue avec le numéro 3, et puis on continue comme ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, je dirais même que je suis pas sûr que de plus en plus ça vaille le coup de faire ce fameux appel à l'action, abonne-toi, like la vidéo et commente. Toi qui es un spécialiste des chiffres, on est d'accord que au niveau de l'algorithme, ça a pas un impact énorme, le fait que ça soit des abonnés, le fait qu'ils mettent la cloche, le fait qu'ils like une vidéo. Est-ce que ça augmente la visibilité d'une vidéo, ces 3 données? Pas particulièrement. Ça peut aider un tout petit peu pour la suite. En fait, la façon dont ça se passe, c'est que ça va pas entre guillemets donner une meilleure note à cette vidéo, d'avoir beaucoup de likes ou d'avoir des gens qui s'abonnent. Ce que ça va faire, c'est que la personne qui se sera abonnée ou la personne qui aura liké a plus de chances de se faire recommander votre contenu par la suite. Mais juste pour cette personne-là. Donc ça peut avoir un petit effet, mais vraiment loin de ce qu'on imagine que si j'ai beaucoup de likes, YouTube va mettre ma vidéo en avant. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Maintenant, je trouve que ça peut être intéressant parfois quand même, juste parce que c'est flatteur. C'est notre nourriture. Quand on crée du contenu, même quand vous êtes une boîte et que vous avez d'autres intérêts que simplement devenir une superstar, avoir des nouveaux abonnés, avoir beaucoup de likes sur une vidéo, bah, ça fait plaisir et ça motive et ça booste pour la suite. Donc c'est un petit effet, c'est un petit effet quand même qui est agréable. Donc voilà, moi je suis pas contre faire des appels à l'action comme ça, d'autant plus que quand on les met vraiment bien au milieu de vidéo et que c'est bien travaillé, c'est-à-dire que c'est court, ça a 0 impact sur les courbes de rétention, sur les courbes de watch time. Donc comme ça fait pas de mal, autant le mettre à ce moment-là. Par contre, au début de vidéo, ça a un gros impact, et en fin de vidéo, en général, on a mieux à faire en fin de vidéo, on en parlera plus tard. Bah, en fin de vidéo, c'est vrai que déjà c'est là souvent où il y a le moins de monde, donc c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Et pour moi, l'abonnement, le like, ça doit être une conséquence de la qualité de vos vidéos. Voilà. Plus vous ferez de bonnes vidéos, plus ça incitera les gens à s'abonner, plus ça incitera les gens à liker. Donc, passez plus de temps à travailler vos vidéos plutôt qu'à mettre ce fameux appel à l'action en tout début de vidéo. Et pour en revenir, oui, la bonne méthode, c'est de le mettre au milieu. Et je rajouterai, faites-le naturellement, pas forcé. Voilà. Moi, ce que je déteste, c'est le cut en plein milieu de la vidéo avec la personne qui a changé de vêtements et qui te dit oui, ça te plaît cette vidéo, abonne-toi. Non, faut que ça soit directement dans la vidéo. Ouais, c'est préparé à l'avance et que tu remets dans chaque vidéo. Quoi. Ouais. Exactement. Ok. Bon, on a déjà vu 2 erreurs classiques, Sylvain. Quelle serait pour toi la 3e erreur? Alors la 3e, elle est toujours un peu en lien avec ce qu'on dit là. C'est ok, mais du coup, moi, si ma marque ou si mon entreprise va sur YouTube, c'est pour que je puisse au moins partager mes valeurs, parler de mon positionnement de marque, etc. Donc je le fais comment, ça? Parce que si je fais juste du contenu pour le contenu et qu'ensuite les gens repartent sans avoir créé une connexion avec la marque, c'est un peu gênant. Et en termes de positionnement et de branding, une erreur qu'on voit assez souvent que font les entreprises, c'est de faire un copier-coller du branding de la marque dans son ensemble ou de l'entreprise dans son ensemble. Un exemple que j'aime bien donner, c'est prenez EDF par exemple. Voilà, EDF, ils ont un branding qui doit parler à 60 millions de Français, ou 70 millions de Français, je sais pas. Donc ils ont un branding très lisse, très consensuel. Et le problème, c'est que YouTube, c'est pas juste un autre canal de communication, c'est un média à part entière. Et un média, il est en concurrence avec d'autres médias, et on doit, en particulier quand on est encore petit, et EDF, quand ils lancent leur chaîne YouTube, ils sont petits, ils sont pas gros dans le YouTube game, ils doivent se différencier.
Et donc, moi, ce que je leur conseille à ce moment-là, c'est de se différencier sur un positionnement de marque très ciblé, très précis, quitte à faire plusieurs chaînes YouTube. Quand on est un grand groupe, on peut faire plein de chaînes YouTube différentes. C'est pas du tout gênant. Et donc, voilà, ça c'est une erreur, c'est généralement de reprendre son branding de marque sans le retravailler pour YouTube en se disant, sur YouTube, on peut avoir un positionnement un tout petit peu différent, qui soit un positionnement qui va être plus attractif pour une audience. Et c'est pas grave, après on leur expliquera quelle est notre marque derrière. Mais voilà, je sais pas si c'est à peu près clair ou pas ce que je raconte là. Qu'est-ce que t'en penses? Si, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est le problème d'un positionnement qui est trop lisse parce que il veut plaire à tout le monde. Hein, et on le sait. Tu reprenais l'exemple d'EDF. Est-ce qu'il faut vraiment que EDF, quand ils font des vidéos YouTube, parle à tout le monde? Non, EDF a plein, on va dire, de prospects, de clients qu'on peut segmenter. Et le plus intéressant, c'est vraiment de parler à une partie de ses spectateurs, de ses viewers, de ses prospects, de ses clients. On le voit aussi très rapidement quand on arrive directement sur la chaîne. Alors, moi, quelque chose que j'aime bien faire quand je regarde des chaînes YouTube, c'est aussi aller voir un petit peu la proposition de valeur qu'on va trouver sur la bannière. Vous avez l'image qui est en haut de votre chaîne. Pour moi, une bannière doit être compréhensible en 3-4 secondes et on doit vraiment comprendre qui est la chaîne et ce qu'elle fait. Ce que je déteste, c'est les bannières avec une image. Et en fait, cette image, il n'y a que la personne qui l'a mise, qui a compris, qui connaît le message qu'elle veut faire parler. Il faut avoir vu les vidéos peut-être pour comprendre. Ouais, il faut avoir vu les vidéos ou le fameux entrepreneur qui met une image de lui avec, en conférence. Voilà, parce que c'est un peu la preuve sociale de montrer, ouais, moi je te connais pas, je te vois toi au milieu de plein de personnes. Bah quoi, t'es un comique, tu fais du stand-up. Oui, puis même ça suffit pas. Il y en a 10 000 des mecs avec une image d'eux en conférence, donc ça suffit pas pour les différencier. Et je le dis par expérience. Hein. J'ai vraiment un entrepreneur que j'ai aidé et toutes ces bannières, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'était lui sur scène, presque seul, tu vois. Micro, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il aimait bien et il voulait montrer ce côté un peu je parle à tout le monde, je suis conférencier. Oui, mais encore une fois, si personne ne te connaît, enfin, si on ne te connaît pas, on ne comprend pas ton message. Ouais. Ton message doit être fort. Voilà, ton positionnement doit être fort. On doit être capable de dire cette chaîne va m'intéresser ou au contraire, cette chaîne ne va pas m'intéresser. Ouais. Ah, c'est ça là. Un bon branding, un bon positionnement, c'est un positionnement qui est clivant, qui fait que des personnes ne vous aimeront pas. Et ça, c'est dur au début à accepter. Et gardez bien en tête que YouTube, ce n'est pour votre boîte qu'une seule partie. Bien sûr. Vous pouvez être clivant sur YouTube sans être clivant sur tout le reste. C'est pas gênant. Je vais te reprendre deux exemples. Il y avait l'exemple de GoPro au début, que j'aime beaucoup leur positionnement. Au début, GoPro, pendant des années, ils ne faisaient que sponsoriser des professionnels du sport, des surfeurs, des skieurs, etc. Et ils ont fait ça pendant des années, même quand ils vendaient des millions de caméras dans le monde. Évidemment, ils ne vendaient pas des millions de caméras que aux sportifs professionnels, mais ils voulaient avoir cette image-là. Un peu penser Red Bull aussi, c'est pareil. Ouais, c'est un peu ça, Red Bull. Et ça n'empêche pas les gens de s'identifier à cette marque ou de se dire j'ai envie d'aspirer à ça. Mais au moins, c'était clivant, c'était fort, c'était la marque des sportifs les plus cool de la planète, quoi. Et un autre exemple, c'est un client pour lequel j'avais travaillé, c'était Enedis, où eux, ils étaient venus me voir avec une problématique très spécifique en disant on a des jeunes qui font les cons et qui montent sur des pylônes électriques pour se filmer pour les réseaux sociaux et qui se font cramer par qui se prennent des fois des arcs électriques et tout. On aimerait pouvoir les toucher via une chaîne YouTube. Comment on peut créer un concept autour de ça? Donc le but, c'était pas de faire une chaîne YouTube pour Enedis. Le but, c'était de faire une chaîne YouTube autour de l'électricité pour apprendre des concepts. On faisait des expériences avec des arcs électriques, des trucs comme ça, pour sensibiliser, pour qu'ils comprennent qu'il y a un danger. Et donc on avait créé tout un concept de chaîne autour de tout ça. Et voilà, je pense que des grosses boîtes en tout cas peuvent tout à fait avoir ce type de démarche-là. C'est pas obligé de résumer l'ensemble des activités du groupe. Oui, je trouve que c'est très bien résumé. Voilà, encore une fois, c'est pas facile, surtout pour des grands groupes, mais même pour un entrepreneur. Hein. Surtout quand on démarre, c'est pas facile, mais partez de ce principe-là. Votre positionnement, votre branding doit être différent, doit être clivant, et ce n'est pas une erreur d'être clivant. Au contraire, vous allez attirer des personnes qui sont d'accord avec vos valeurs, et vous allez repousser toutes les personnes avec qui vous ne voulez pas travailler ou pour qui vos vidéos ne sont pas destinées. Donc voilà, n'ayez pas peur.
Ok. On peut faire un tout petit placement pour la très bonne formation d'Yann Leonardi d'ailleurs là-dessus, qui est une formation qui s'appelle La Growth Brand, qu'on a suivi nous pour VideoBiz. On l'a faite avec Mathieu pendant plusieurs soirées pour refaire le positionnement de VideoBiz, et c'est assez puissant, assez bien fait, ça se fait assez rapidement. Et effectivement, on définit nos ennemis, on définit nos valeurs fortes, on définit nos valeurs faibles. C'est assez intéressant pour faire un positionnement, et ça marche très bien pour un positionnement YouTube. Donc, allez, je conseille d'aller voir de ce côté-là. Petite pub pour Yann. Yann, si tu nous écoutes, hein. Ok, nickel. Prochaine erreur, Sylvain. Alors, on va rentrer vraiment dans les pures erreurs pour moi sur la construction d'une vidéo. Ce sont les deux prochaines erreurs, ça va être le combo titre et miniature. Et commençons déjà par les titres. L'erreur que l'on voit beaucoup trop souvent sur YouTube, ce sont des titres beaucoup trop descriptifs, pas assez travaillés, parce que c'est souvent ce qu'on va faire à la fin. Et je pense que si vous voulez vous développer sur YouTube, il va falloir vraiment changer cet état d'esprit. Le titre n'est pas quelque chose qu'on fait à la fin d'une vidéo. Le titre doit tout simplement être votre première idée. Pourquoi ? Parce que le titre est un des éléments qui fait que la personne va cliquer sur votre vidéo. Et si personne clique sur votre vidéo, vous avez beau faire ce que vous voulez pendant la vidéo, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le titre, vous devez beaucoup plus le travailler. Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs. Le titre, c'était vraiment à la dernière minute. Ah bah tiens, si je mettais ça parce que je parle de ça dans la vidéo. Ouais, mais le titre est pas fort, quoi. Enfin, le titre donne pas spécialement envie. Le top 5 des idées pour bien développer son chiffre d'affaires. Alors déjà, on l'a vu 15 000 fois, et ça donne pas spécialement envie. Enfin, il faut vraiment des éléments forts. Donc, c'est une erreur qui est très classique, qui est passable au début d'une chaîne YouTube, mais qui est très pénalisant pour la suite du développement de votre chaîne. Oui, ça freine carrément un développement de chaîne. Ça peut même, il y en a certains qui, à cause des titres, vraiment quasiment que des titres, vont se décourager au bout de 10, 15, 20 vidéos, en disant bah ça marche pas, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça. Alors qu'on voit d'autres chaînes qui ont des excellents titres et parfois des vidéos un peu médiocres derrière qui se développent beaucoup plus vite. Donc ça montre à quel point les titres et miniatures c'est vraiment important. Donc effectivement, c'est un truc à penser en premier, et en particulier pour YouTube, c'est à penser en premier parce que si vous avez construit toute votre vidéo, fait votre montage, certes, vous avez passé des dizaines d'heures dessus éventuellement, peut-être un peu moins, mais peu importe, vous êtes coincé ensuite parce que votre titre, il doit forcément être lié au début de votre vidéo, ce que vous dites dans les premières secondes de votre vidéo, et si tout ça a déjà été fait à l'avance, bah, si le début de votre vidéo il est assez banal, on va dire, genre là par exemple, nous on parle des 10 erreurs classiques sur YouTube, on a commencé notre podcast en parlant de ça, en disant on va vous parler des 10 erreurs classiques sur YouTube. On peut faire quoi comme titre là maintenant ? On peut plus faire des titres du type 3 choses que tous les YouTubeurs devraient savoir avant de démarrer, ou des trucs un petit peu forts, parce qu'on a déjà dit autre chose au démarrage en fait. Donc on est coincé, et notre titre ne peut pas être original à la sortie de ça. Voilà, tous les gros youtubeurs de la plateforme, ils ont leur titre et leur miniature bien avant de commencer à écrire la vidéo même. Et moi, ce que je vous conseille de faire au début, c'est assez simple, c'est quand vous pensez, tiens, je voudrais parler de tel sujet, commencez par les titres, et je dis bien les titres, écrivez-en 5 ou 10, et c'est facile quand on a 10 sous les yeux, c'est assez facile de voir, ah, celui-là, il est plus fort quand même. Oui, et il va permettre vraiment, comme tu le disais, de déterminer tout le reste et toute la construction de la vidéo. Alors, dans ce podcast, on est là aussi pour aider les entrepreneurs et les personnes qui veulent utiliser YouTube. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments d'un bon titre, Sylvain ? Ouais. Alors, un élément de curiosité. En général, ça, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire, si vous arrivez à faire en sorte que les gens se posent une question, soit qui ne se posait pas, soit c'est une question non résolue qu'on connaît déjà depuis longtemps. Allez vous inspirer j'aime bien toujours cette chaîne-là, mais de la chaîne Syllabus. Elle est excellente sur les titres, elle passe beaucoup de temps là-dessus parce que c'est l'importance que ça a. Elle fait la vulgarisation scientifique et elle va faire des titres du type pourquoi y a-t-il autant d'air dans les paquets de chips, par exemple. Et évidemment, dans sa vidéo, elle va parler de plein de concepts. Elle va parler de concepts de conservation des aliments, de choses comme ça. Et elle aurait pu faire une vidéo qui s'appelle comment marche la conservation des aliments, mais elle sait que c'est pas fort. Ouais. Donc elle va prendre un exemple qui va illustrer son propos, parce que c'est un exemple fort qui parle à beaucoup de gens, et on va se dire, bah c'est vrai, tiens, pourquoi il y a beaucoup d'air dans les paquets de chips ? Et maintenant, je me pose une question, il faut que j'ai la réponse. Donc je suis obligé de cliquer. Oui, parce que ça, c'est une mécanique. Personne se pose la question de but en blanc, ou on s'est déjà posé une fois. On la cherche pas, en tout cas, on la cherche pas. On la cherche pas, exactement.
Donc ça, c'est voilà, c'est une mécanique qui marche bien, de la curiosité. On a aussi le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire que là, en général, c'est je vais vous montrer qu'il vous manque quelque chose. Si vous cliquez pas, vous saurez jamais ce qui vous manque. Ouais, c'est la peur de manquer. Voilà, c'est ce qu'on fait avec ce titre quand on est 10 erreurs classiques sur YouTube. Vous vous dites, attends, c'est des erreurs classiques, si ça se trouve, je l'ai fait, donc il faut que je le sache. Ouais. Ça me coûte pas cher de cliquer pour savoir si je fais cette erreur ou pas. Alors que si à l'inverse, on avait fait 10 conseils pour YouTube, vous vous seriez pas dit la même chose, vous vous seriez dit, 10 conseils sur YouTube, c'est cool, mais là, maintenant, je suis pas dans le bon moment, j'irai les voir plus tard. Nous, on aurait pu mettre les 10 conseils que vous faites sur YouTube. Les conseils que vous faites sur YouTube. Non, les erreurs, excuse-moi, les 10 erreurs que vous faites sur YouTube. Voilà, ou que 99% des youtubeurs débutants font, ce genre de trucs-là. Donc ça, c'est une deuxième. Alors, je sais pas si t'en veux encore une troisième, peut-être. Je pense qu'on pourra faire un épisode dessus. Hein. Je pense qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure. Ouais. Mais non, c'était juste pour lancer quelques conseils. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme il l'a dit, utilisez la peur et la curiosité. Le négatif, en général, ça fonctionne. C'est ce qui fonctionne déjà pour les médias classiques. Ça fonctionne sur YouTube. Et ça, on réinvente rien. Des titres d'articles, etc., c'est pareil. Ouais. Alors, l'erreur qui est suivante, donc c'était les miniatures. Et le bon enchaînement, c'est la miniature où vous remettez le titre de votre vidéo. Ouais. Alors ça, arrêtez de faire ça. YouTube vous donne 2 espaces pour que les personnes cliquent sur votre vidéo, donc votre miniature et votre titre. Ne remettez pas exactement le même titre sur votre miniature. Vous perdez un élément marquant. Votre titre, votre miniature, c'est le combo parfait pour que les spectateurs cliquent sur votre vidéo. Et si je dis pas de bêtises, toi tu as un petit credo, Sylvain, pour le combo titre-miniature. Ouais. Dis-le nous de ce fameux credo. Je dois le dire, t'es sûr? Ouais. D'habitude, je dis qu'à mes clients. Non, c'est que le titre pose le problème et la miniature montre le résultat. Donc, quand je dis le titre pose le problème, c'est voilà, pourquoi y a-t-il autant d'air dans un paquet de chips? Je vous crée un problème, je vous crée une question que vous n'aviez pas. Donc, je pose la situation de départ qu'on va analyser. Et la miniature montre le résultat, c'est-à-dire que la miniature va donc montrer, ça veut dire que c'est visuel, c'est pas du texte. Elle va visuellement montrer ce que je vais obtenir en regardant cette vidéo. Donc, si par exemple c'est la question du paquet de chips, je verrai bien un paquet de chips schématisé avec un 70% d'air, 30% de machin, et peut-être une flèche qui marque dioxyde d'azote à côté. Où là, on va se dire, ok, donc il y a un certain gaz, donc il doit y avoir un intérêt. Souvent, le combo titre-miniature, c'est bien si ça... Donc évidemment, ça doit se compléter. Et c'est bien si ça fait travailler un tout petit peu le cerveau. Pas trop, mais un tout petit peu, où ça vient créer un petit gap informationnel. Il manque une info, il manque un truc. Je me dis, ok, là, ils m'ont titillé, j'ai envie de cliquer dessus, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On peut mettre parfois du texte. Alors juste pour terminer sur ce qu'on montre, on peut montrer aussi une émotion, c'est-à-dire vous allez ressentir telle émotion en regardant cette vidéo. C'est ce que font beaucoup les vidéos de divertissement, par exemple. Ça peut être une transformation. Donc ça va être par exemple des miniatures type avant-après. Avant, vous avez ça, après, vous aurez ça. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de là. Oui, ça s'adapte à tous les domaines, ça. Voilà, c'est assez facile. Et si vous mettez des mots, si vous écrivez sur la miniature, la plupart du temps, essayez d'écrire 2-3 mots maximum. Et plutôt des mots qui vont justement accentuer ce résultat, ces émotions, ces choses que vous allez ressentir. Donc voilà, c'est difficile de vous donner des exemples parce qu'il y a tellement de catégories différentes. Oui. Mais globalement, voilà, imaginez ça un peu comme ça. Ouais. Tout à fait d'accord. Alors, après, une autre erreur qu'on voit régulièrement sur les miniatures, c'est de mettre beaucoup trop d'éléments sur votre miniature. Voilà. Ouais. Comment dire, il faut savoir faire simple. Et comme on le dit souvent, faire simple, c'est difficile. Mais, alors ça, encore une fois, je reprends ce que fait Sylvain. Quand on analyse des miniatures, le but, c'est de se dire en une demi-seconde, je regarde la miniature, je regarde ailleurs, est-ce que j'ai compris de quoi va parler la vidéo? Donc, si vous mettez trop d'éléments, alors que ça peut être encore du texte, c'est pour ça qu'on limite à quelques mots, mais des fois, vous avez le logo de la boîte, vous avez des éléments à droite, à gauche. Non. Faites simple, utilisez le contraste pour faire ressortir des éléments. Voilà. Moi, je suis partisan de pas plus de 4 éléments sur une miniature. 3 éléments, c'est bien. Voilà. Si vous mettez du texte, ça va être un élément. Vous mettez votre visage, on a un deuxième élément. Mettez un objet, on va avoir le troisième élément. Une flèche,
allez, la flèche est le dernier élément, ou un rond rouge. Ça, vous le voyez. N'hésitez pas aussi à vous poser des questions quand vous cliquez sur une vidéo. Voilà, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Pourquoi je clique sur cette miniature? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui m'a attiré et qu'est-ce que je vais pouvoir reproduire pour mes vidéos ou pour les vidéos de mes clients? Et vous verrez que, en tout cas, sur la page d'accueil de YouTube, vous n'allez pas cliquer sur une miniature que vous ne comprenez pas ou qui est trop petite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aussi, cette erreur de faire des miniatures où il y a plein d'éléments et en fait, elle est visible sur un téléphone portable et que vous mettez des petits éléments sur votre miniature, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà. Pensez toujours, mettez-vous à la place de la personne qui va cliquer sur votre vidéo et faites ressortir par le jeu des couleurs, par le jeu du contraste, 3-4 éléments et mettez des couleurs fortes. Voilà, mettez du rouge, du jaune, du bleu vif. Ça peut aider en tout cas à ce que les gens cliquent sur votre miniature. Est-ce que tu as d'autres conseils Pas tellement, je pense que tu as à peu près tout dit. La petite action que je vous propose de faire, c'est une fois que vous avez fait votre miniature, vraiment vous tournez la tête, vous faites hop, hop, comme ça. J'ai fait un clin d'œil, c'est à peu près la durée pendant laquelle on va regarder une miniature quand on swipe sur YouTube, parce que c'est comme ça, hein, on swipe, on scroll plutôt. Donc si vous faites hop hop et que vous n'arrivez pas à comprendre de quoi va parler cette vidéo, c'est que votre miniature n'est pas assez simple ou pas assez forte. Donc voilà, après je pense qu'on aurait de quoi faire un épisode entier sur les miniatures, voire peut-être même plusieurs. On en fera certainement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les conseils qu'on peut vous donner là-dessus, mais tu as déjà donné beaucoup d'infos, je pense, donc c'est parfait. Bon, nickel. Bon, Sylvain, on est déjà à 26 minutes. Je pense qu'on est pas mal pour ces erreurs. Je rappelle, on a vu déjà 5 erreurs classiques que l'on fait sur YouTube. Donc la première, c'est des vidéos à rallonge. Voilà. Enfin, des intros à rallonge. Évitez, rentrez directement dans le sujet. L'erreur qui va avec souvent, c'est de prendre trop de temps pour se présenter et l'appel à l'action, abonnez-vous, likez cette vidéo. Voilà. C'est pas au début d'une vidéo que vous faites l'appel à l'action. La troisième erreur, c'était de ne pas avoir un positionnement fort, d'avoir un branding fort, d'être trop lisse et pas assez clivant. Pareil, vous aurez beaucoup plus de résultats si vous avez une marque forte. Les deux dernières erreurs, pour moi, qui sont un combo, c'est d'avoir des titres pas assez travaillés, trop descriptifs, et d'avoir des miniatures, là aussi, pas assez travaillées. Souvent, c'est ce qu'on fait à la fin d'une vidéo, et où il y a beaucoup trop de texte et beaucoup d'éléments sur votre miniature. Voilà, pour les 5 prochaines, ce sera au prochain épisode. Sur ce, la semaine prochaine. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.